Bon, bah j'y vais. Bah, bonjour, bienvenue à toutes et tous sur cette session. Donc j'ai quelques collègues d'Elastic qui sont là bah, pour écouter un petit peu. Certains d'entre eux n'ont jamais fait de BBL de ce format-là, donc j'en profite à chaque fois pour les inviter et voilà et prendre connaissance aussi de ma façon de présenter la suite. Il y a plein d'autres façons différentes, mais moi je suis un développeur en fait de base, donc je suis plutôt un développeur qui parle à des développeurs. Donc si vous êtes développeur vous-même, voilà, on va parler sans doute le même langage. Euh, donc pendant cette session, d'abord qui je suis, donc voilà, donc David, effectivement, je travaille chez Elastic depuis plus de 9 ans maintenant, donc j'étais là au tout début de cette boîte. Et c'est un projet que j'ai découvert avant que ce soit même une boîte, quand je travaillais pour la douane française. J'ai travaillé 8 ans pour la douane. Quand j'étais en douane, j'ai mis en place le NoSQL et Elasticsearch en particulier, donc j'aurai l'occasion peut-être tout à l'heure de vous parler de quelques cas d'utilisation qu'on a traités là-bas et couverts là-bas. Donc ça veut dire quoi? Ça, que depuis plus de 9 ans je suis chez Elastic, ça veut dire que j'ai un avis qui est complètement biaisé maintenant. Je suis plus neutre dans mes propos, enfin j'essaye de l'être, mais potentiellement je le suis pas. Donc je vous invite toutes et tous à ne pas croire ce que je vais vous dire, et puis de tester par vous-même. Voilà, à la fin, si ça vous donne envie, téléchargez la distribution, envoyez des données dedans, et puis vérifiez que toutes les démos que je vais vous faire, bah en fait ça marche, c'est vrai. C'est pas du marketing. J'anime la communauté francophone autour d'Elastic, donc le compte Twitter à suivre c'est ElasticFR si vous voulez être au courant de ce qui se passe, mais ça j'en parlerai à la fin. Alors la suite Elastic, ou la plateforme Elastic, suivant comment on l'appelle, est composée de différents éléments. Elasticsearch, ce que vous voyez en vert, c'est le cœur de la suite, et c'est vraiment là où on va trouver toute la puissance. C'est un moteur de recherche qui est capable de stocker des documents au format JSON, je vais vous montrer ça tout à l'heure, être capable de chercher dans quel que soit le volume que vous avez indexé, de faire des analyses en temps réel, et on va voir tout ça. Donc la session d'aujourd'hui, ça va vraiment se focaliser sur Elasticsearch. Au-dessus de tout ça, vous avez Kibana. Kibana, c'est une interface graphique qui vous permet d'explorer ce que vous avez indexé, de visualiser, de manager aussi votre cluster. Il y a des outils d'administration derrière Kibana, donc c'est l'interface graphique optionnelle que vous pouvez rajouter sur Elasticsearch. Donc ça aussi, on va le voir. Pas trop de détails, mais pas mal de détails quand même. Vous allez comprendre un petit peu comment ça marche. En dessous de tout ça, vous avez une couche d'intégration qui vous permet de voilà, que vous connecter à des systèmes tiers, de collecter de l'information, que ça vienne de machines, que ça vienne d'applicatifs, etc. Et puis éventuellement de vous connecter à des outils d'alerting ou alors de vous connecter à d'autres types d'outils de gestion de tickets, enfin ce genre de choses. Toute la suite est déployable sur vos machines en local, on-premise, ou vous pouvez utiliser notre off-cloud, cloud.elastic.co, et toutes les démos que je vais vous faire retournent sur cloud.elastic.co. Vous verrez ce que c'est. Ça vous permet de vraiment de déployer en quelques minutes et c'est le plus simple en fait. D'ailleurs à la fin, je vous enverrai un email qui contiendra un code promo sur la plateforme cloud. Vous pourrez tester pendant 30 jours au lieu de 14 jours habituellement, gratuitement, sans carte bancaire, sans rien, si vous avez envie de jouer avec la plateforme. Et puis, on a des solutions qui utilisent toute cette suite logicielle, qui s'appelle Enterprise Search, Observability et Security. Je vous en dirai quelques mots à la fin, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir pendant la session, c'est que tout ce que je vais vous dire et vous présenter aujourd'hui fonctionne dans la version gratuite basique de la suite Elastic. Si jamais à un moment il y a une fonctionnalité qui est payante que je cite parce que vous me posez une question ou parce que je l'utilise, mais normalement non, à ce moment-là je vous dirai explicitement oui attention cette fonctionnalité-là est payante. Mais donc voilà, tout ce que je vous dis est dans la version gratuite. Alors au niveau architecture, qu'est-ce qu'on peut bâtir comme architecture? Vous pouvez avoir ici ce qu'on appelle donc les outils d'ingestion, donc ça peut être de différentes formes, et ici c'est par exemple ce qu'on appelle les composants bits, ce qu'on appelle maintenant aussi les agents élastiques, qui vous permettent de collecter des logs par exemple, ou des métriques système ou applicatifs, ou ce qui se passe sur la carte réseau, ou des trucs qui sont relatifs à la sécurité par exemple, ou faire des pings réguliers sur vos services pour vérifier qu'ils sont toujours en état opérationnel, quel est leur temps de réponse, etc. etc. Tout ça, vous pouvez l'envoyer directement vers Elasticsearch, ça va être indexé.
Et vous pouvez visualiser tout ça dans Kibana, dans des applications dédiées dans Kibana, pourquoi pas. Vous pouvez aussi envoyer les éléments de vos composants bits vers un outil qui s'appelle Logstash. Logstash est un ETL qui permet de faire de l'extraction, de la transformation à la volée et du chargement vers une destination. Une des destinations possibles étant justement Elasticsearch, mais vous pouvez aussi envoyer vers Kafka, vous pouvez envoyer vers archiver vers S3 Amazon, enfin voilà, il y a plein de sorties possibles pour ça. Logstash est capable de lire autre chose. Le Logstash est capable de lire, par exemple, en entrée du Kafka aussi. Donc, vous pouvez avoir une architecture, vous envoyez depuis bits, vous allez dans Kafka. Kafka, ensuite, est lu par Logstash. Et Logstash peut aussi aller lire, par exemple, dans une base de données relationnelle. Pourquoi pas? Pour essayer de faire des sortes de jointures et enrichir les événements que vous avez collectés. Et tout ça avant d'envoyer le document final qu'on veut indexer dans Elasticsearch. Donc vous pouvez visualiser tout ça dans Kibana, ou alors utiliser dans votre propre applicatif, si vous faites de l'application Java, ce qui est mon cas, moi je fais du Java, vous avez un client Java par exemple que vous pouvez utiliser pour vous connecter à Elasticsearch, ou faire vous-même en Java des appels HTTP/REST, puisque tout ça c'est que du REST, ou bâtir votre interface graphique au-dessus d'Elasticsearch comme vous le souhaitez. Voilà, c'est un aperçu de l'architecture. Nous on va vraiment se focaliser là sur Elasticsearch. Donc nous, ce qu'on propose, donc ce sur quoi on va se focaliser, c'est donc la version standard gratuite, c'est celle-là. Si jamais un jour vous êtes amené à faire des projets, vous avez besoin de fonctionnalités avancées qui ne sont pas dans la version gratuite, par exemple, ce qui vient en tête souvent, c'est vous avez besoin de vous interconnecter avec un annuaire LDAP plutôt que d'avoir à renseigner tous vos utilisateurs, login, mot de passe dans la version standard, bah ça va faire partie de la version Platinum par exemple. Si vous voulez faire des recherches dans ce qu'on appelle les backups, sans avoir à restaurer les backups dans Elasticsearch directement, bah ça va être un niveau entreprise. Donc voilà, il y a des licences qui sont liées à ça, il y a des coûts qui sont liés à ça. Mais voilà, retenez que tout ce que je vous présente est dans la version gratuite aujourd'hui. Enfin, nous avons des ressources gratuites en ligne. Et donc, si vous avez des projets, je vous invite à aller voir ces ressources. Il y a des formations gratuites, c'est des modules de quelques heures qui vous permettent de dire j'ai envie de faire de l'observabilité par exemple, ben voilà, je vais prendre le Observability Fundamentals par exemple, et je vais à la demande voir ce cours. On a aussi des cours payants qui vous permettent de vous amener vers la certification, c'est des cours de 2 jours je crois, qui sont pour l'instant malheureusement que en ligne, mais donc on repassera à la normale, j'espère qu'on les refera à nouveau à Paris notamment. Voilà, ça c'est des formations qui vous permettent de très très vite avoir un niveau ingénieur élastique, et puis d'aller d'ailleurs vers la certification élastique qu'on a. Avant de passer concrètement à la suite, je vais vous parler d'un truc qui est important. Moi je suis dans l'équipe community d'Elastic, et donc on organise la semaine prochaine, le 11 et 12 février, notre conférence annuelle. C'est la deuxième conférence qu'on organise, c'est uniquement en ligne, c'est complètement gratuit, donc vous pouvez vous connecter sur ce lien-là, je crois que je vous le remettrai à la fin, elastic.st/elasticcc. Il y aura notamment donc à partir de vendredi 11, 14h, on commence par 3 heures de session en français. Donc par exemple, Baptiste vous parlera de l'ingestion, on aura, pour ceux qui font de l'Hibernate Search, comment on fait la connexion entre le monde des bases de données relationnelles et Elasticsearch en passant par l'Hibernate Search par Johan, qui fait partie de l'équipe Hibernate Search. Luciane nous présentera des idées sur l'autocomplétion, ou les autocomplétions, comme il aime le dire. Aline et Mouchine nous parleront de la transcription de fichiers médias, comment on peut faire ça, indexer ça dans Elasticsearch. Raed parlera de la catégorisation automatique avec Elasticsearch. Benjamin nous fera des automatons la parole. Nicolas parlera de l'interconnexion de clusters sur Google, Kubernetes et Elastic Cloud. Aline et Luciane nous parlerons enfin d'un moteur de recherche qu'ils ont créé, qui est un moteur de recherche communautaire et qui est basé sur Elasticsearch, et ils nous parleront de tout ça. Et ensuite, en anglais, cette fois, on basculera à 17h, la keynote, avec nos fondateurs qui nous parleront des 10 ans qui viennent de s'écouler chez Elastic, puis ensuite un petit talk de 5 minutes pour qu'on vous dise voilà, Elastic, où on en est aujourd'hui, et enfin le futur d'Elastic, qu'est-ce que ce sera, et donc Shai nous parlera de tout ça. Voilà pour la partie publicité. Et maintenant,
on va rentrer dans le détail. Si vous avez des questions pendant la session, n'hésitez pas à les poser, soit directement en vidéo ou en audio, ou dans le chat, et puis comme ça je vous répondrai au fur et à mesure. Alors pour vous parler du sujet de la recherche, je vais commencer par moi ce que j'ai fait, d'où je viens, du monde d'où je viens du monde du SI d'entreprise, et donc à chaque fois que j'avais besoin de faire une recherche, j'implémentais toujours ça de la même façon. Alors, imaginez que j'ai une table utilisateur avec deux champs, un champ nom et un champ commentaire, et j'insère plusieurs entités dans ma base. David Pilato qui est développeur chez Elastic, Maloum Laya qui a travaillé avec David à la douane, David Gageot qui est ingénieur chez Doctolib, et David que je ne connais pas. Et mon besoin, c'est donc de fournir une petite barre de recherche classique. Je cherche quelque chose dans ma base de données, et là mon utilisateur saisit quelque chose, et je veux implémenter cette recherche. Ma première implémentation naïve est celle-ci. Select étoile from user where name égale ce que l'utilisateur a saisi. Qu'est-ce que ça donne comme résultat à votre avis? Je fais une petite pause comme ça. Ça donne quoi? J'ai pas entendu. Rien, pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Effectivement, ça donne rien. Alors tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas exactement ces termes-là qui ont été insérés dans la base. Comment on s'en sort? Ouais, on est ingénieur, on sait faire ça. Hein. Donc on fait un petit like %, David %. C'est très bien, ça nous donne nos résultats. J'ai mes trois entités qui reviennent. Parfait. Maintenant, j'ai un utilisateur qui cherche David Pilato. Ah ouais, cette personne-là existe. Pas de problème, ça marche très bien. Mais j'ai un utilisateur un peu chiant, en fait. Parce qu'il cherche Pilato David, cette fois. Et ben là, ça matche plus. Et ouais, pourquoi? Parce qu'on n'a pas exactement les termes dans cet ordre-là. Alors, il y a une solution pour s'en sortir, une solution assez naïve, qui est de dire, je vais découper la chaîne de caractères que l'utilisateur a saisie à l'espace, et puis je vais prendre les deux entités, les deux termes que j'ai, et je vais les présenter à la recherche. Donc ici, ça va matcher, hein, effectivement, je vais trouver David Pilato ou Pilato David, ça va marcher dans ce cas-là. Donc vous avez vu, j'ai un champ commentaire aussi. Ce serait pas mal de chercher dans le champ commentaire. Donc cherchons dans le champ commentaire. Facile, je prends l'utilisateur cherche David, je cherche dans le champ nom et dans le champ ou dans le champ commentaire, pardon. Donc je trouve mes résultats. Alors j'ai David Pilato qui remonte en premier, puis en deuxième j'ai Maloum Laya. Ah c'est bizarre, je cherche David, il me sort Maloum. Pourquoi? Ah c'est normal parce que en fait David est dans le champ commentaire. Donc ça n'est pas un bug. Ok. Par contre, d'un point de vue du résultat, moi je trouve que c'est un bug et c'est une anomalie. Qu'est-ce qu'est une anomalie? C'est pas le fait que le résultat soit retourné, c'est le fait qu'il soit retourné en deuxième position. Pourquoi il est retourné en deuxième position? Tout simplement parce que c'est le deuxième inséré dans la base, c'est le deuxième qui match, donc paf, je le renvoie. Pire que ça, donc pas ça. Ce que je veux dire, pardon, c'est que Maloum Laya, pour moi, il devrait se trouver à la fin de la liste, parce qu'un champ commentaire, ça a moins de valeur, selon mon cas d'utilisation ici, que un champ non normal. Et pire que ça, David, j'ai vraiment l'impression que c'est la personne que je cherche. Et donc ce à quoi je m'attends, donc ce à quoi je m'attendrais, c'est que David soit en haut de la liste, puis après David Pilato et David Gageot, puis ensuite Maloum Laya. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas, il me rend les résultats dans l'ordre. Et ça va être une notion clé d'un moteur de recherche. Ça va être la notion de pertinence. Quand vous cherchez sur Google, par exemple, ou sur Quant, j'espère que vous n'allez pas à la page 10, à la page 20, à la page 100. Là, j'avais de la chance, j'avais que 4 entités dans ma base. Mais si vous aviez 1 million d'entités et que David c'est le dernier, imaginez le nombre de pages sur lesquelles il faut aller pour trouver la personne que vous cherchez. Non, le but d'un moteur de recherche comme Elasticsearch, que ce soit Elasticsearch ou d'autres d'ailleurs, ça va être de vous fournir une information la plus pertinente possible, et idéalement, que vous ayez en haut de la première page le résultat que vous cherchez. Parce que c'est ça qu'on souhaite avoir. Quand vous êtes sur Google, généralement, c'est le premier résultat qui match, ou éventuellement les premiers résultats, mais voilà, ce que vous espérez, c'est d'avoir tout de suite le résultat en haut de la liste, pardon, qui soit ce que vous cherchez exactement. Alors d'autres cas d'utilisation, j'avais des utilisateurs qui font des fautes de frappe. Je sais pas si vous avez des utilisateurs qui font ça, mais moi j'en avais. Et moi le premier. Et donc comment, ça matche pas non plus, hein, on n'y arrive pas. Alors il y a une solution pour s'en sortir, c'est pas la solution idéale, il y a d'autres façons de s'en sortir avec une base de données évidemment, hein. Mais une des solutions possibles que j'avais trouvées, qui est moche, autant vous le dire, c'est d'essayer toutes les combinaisons de caractères possibles.
Et ça marche. Ça marche, oui, mais jusqu'à certaines limites. Quand j'étais en douane, j'avais implémenté une petite barre de recherche comme ça. En fait, mon projet, c'était la recherche, la récupération la saisie des déclarations en douane d'importation et d'exportation de marchandises et toute la gestion qu'il y a derrière. Et sur la page d'accueil des douaniers, j'avais fait une petite barre de recherche comme ça à la Google où j'allais chercher un identifiant simplement, un truc très simple, même pas dans un champ commentaire. Hein. Et j'avais mis un like % de façon à ce qu'on puisse chercher des morceaux de l'identifiant. Ça a très bien fonctionné jusqu'à 200, 300 000 déclarations en douane. On avait 5-6 secondes de temps de réponse avec notre base Oracle, ça allait à peu près bien. Quand on a dépassé le million de déclarations en douane, en fait, notre système, il passait tellement son temps à faire de la recherche, tous mes threads étaient monopolisés là-dessus, que j'arrivais même plus à indexer de la nouvelle donnée dans mon système. Donc il aurait fallu que je repense le système autrement. Bon, à la place qu'on a fait, on a remplacé avec un égal, il fallait que les utilisateurs cherchent avec le terme précis. Donc le but d'un moteur de recherche, ça va être aussi de vous fournir de la puissance, et on verra ça tout à l'heure avec Elasticsearch. Quand vous avez une base de données assez classique, vous allez finir par fournir des interfaces de recherche qui sont assez moches comme celle-là. Et là, je parle pas de la feuille de style, je parle du fait que l'utilisateur, quand il arrive vers votre formulaire de recherche, il doit d'abord se poser des questions. La question, c'est dans quel champ l'informaticien a rangé ma donnée? C'était là, c'était là, c'était là, c'était là. Non, en fait, nous, ce qu'on aimerait en tant qu'utilisateur, c'est simple. On a une barre de recherche, on cherche quelque chose, et éventuellement, si ça match sur les mots-clés, on va demander au moteur de recherche de nous mettre en avant les résultats, c'est ça. Et pas nécessairement que l'utilisateur ait à se creuser et à se poser des questions. On va pouvoir proposer, avec un vrai moteur de recherche, des patterns de navigation par facette. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, ce qu'on trouve typiquement sur les sites marchands. Alors, je vous parle de moteur de recherche depuis tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Un moteur de recherche est composé de deux éléments que je vais appeler donc un moteur d'indexation de documents. Alors, ce que j'appelle des documents pendant la session, ce sont des objets en JSON. Dans ces objets en JSON, vous avez des champs et des valeurs. Pour chacun des champs, on va créer un index, une partie de l'index, et on va indexer dans cet index les termes qu'on a vus. Donc il va y avoir une certaine phase de transformation de la donnée qui a été envoyée au moteur d'indexation, et à la fin on va créer un index. Et un index, c'est ce qu'on a à la fin d'un livre. Ici vous avez des termes, et vous avez l'identifiant de l'objet dans lequel on a trouvé des termes. Ici, le type de document que j'installe, ce sont des pages, puisque ici j'ai des identifiants de pages. Voilà. La deuxième fonction du moteur de recherche, c'est la recherche. Mais on ne va chercher que dans les index qu'on a générés. Et c'est le cas dans la vraie vie. Hein. Quand vous avez un livre devant vous, que vous voulez chercher dans le livre, vous n'allez pas parcourir toutes les pages du bouquin une à une. Ça s'appelle du full scan. Non, vous faites pas ça. Ce que vous faites, c'est que vous ouvrez l'index, vous parcourez l'index pour trouver le terme que vous cherchez, et on a de la chance. Les anciens, ils ont pensé à trier les index, de façon à ce que ça soit très rapide pour nous pour naviguer dans l'index. C'est pareil dans Elasticsearch, l'index est trié de façon à ce que l'ordinateur aille le plus vite possible à l'entrée de l'index. Et une fois qu'on a trouvé le terme qu'on cherche, eh bien on peut ouvrir les objets qui correspondent, ici les pages qui correspondent. Donc voilà, c'est vraiment la même analogie, un moteur de recherche ça fonctionne comme ça. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris au moteur de recherche quasiment. Elasticsearch utilise cette technologie-là, les autres moteurs de recherche utilisent aussi cette technologie, voilà, il y a toujours un index inversé à la fin. Et donc ça va être le temps de vous faire des démos, maintenant. Alors cette petite image pour vous dire que hier soir nous avons fait la release de la version 7.17.0 de la suite Elastic, et donc je me suis dit vers 23h, tiens si je mettais à jour toute ma démo. Donc ce que j'ai fait, et donc il n'y a plus qu'à espérer que ça se passe bien. On va voir ça. Donc, ici je suis sur cloud.elastic.co, et c'est ici que vous pouvez créer un nouveau déploiement. Alors créer un déploiement c'est super simple, vous lui donnez un petit nom, éventuellement vous allez voir les settings que vous voulez. Systématiquement la nouvelle version est disponible, donc si vous voulez changer, vous voulez passer sur... Alors là moi je tourne sur Google par exemple, et j'ai pris un Google qui est proche de moi, j'ai pris en Belgique. Mais si vous voulez tourner à Paris, vous pouvez prendre Azure, je crois qu'il y a un Azure à Paris.
Voilà, à Paris, par exemple, prenez celui-là, et vous choisissez pour quel type de use case vous voulez, etc., etc. Donc là, je vais pas le faire, parce que ça prend quelques minutes, bien qu'on travaille sur l'amélioration de tout ça. Ici, j'ai déjà fait mon déploiement, j'ai donc un cluster qui est disponible, ici. Pas beaucoup de mémoire, hein, vous allez voir, j'ai mis 4 gigas en tout de données pour mes nœuds. Ça veut dire qu'en gros, j'ai 2 gigas, c'est 1 giga par nœud de la suite élastique. Donc vraiment pas grand chose, que je tourne avec rien ici. Si vous cliquez sur BBL, vous allez ouvrir du coup votre espace Kibana. Quand vous arrivez dans Kibana, voilà, vous arrivez là-dessus, et vous pouvez couvrir un des cas d'utilisation dont j'ai parlé vite fait tout à l'heure, mais je vous en reparlerai un petit peu à la fin. Ce qui est sympa, c'est que si vous avez envie de découvrir Elastic, vous avez ce truc-là qui s'appelle Try Sample Data, où vous pouvez pré-indexer des exemples, donc du contenu d'un site e-commerce par exemple, un contenu de vol aérien, ou des exemples de logs par exemple sur lesquels vous pouvez jouer. Ça vient avec des dashboards, des visualisations, plein de trucs, mais surtout les données avec lesquelles vous pouvez jouer éventuellement. Si vous avez besoin d'intégrer quelque chose, par exemple, je veux crawler mon website, mon site web par exemple, ici vous avez des outils pour ça. Je sais pas si vous faites de l'Apache HTTP server, vous avez envie de le monitorer, voilà, vous cliquez là-dessus, vous aurez les instructions, tout ça est facile à mettre en œuvre. Donc moi, ce dont je vais me servir, c'est quelque chose qui s'appelle DevTools. Ici, DevTools, ça va me permettre de passer des requêtes sur Elasticsearch. Plutôt que de faire des appels HTTP curl en ligne de commande qui vont être longues à écrire, ici, je passe par DevTools. C'est une bonne pratique d'ailleurs, vous allez voir, il y a de l'autocomplétion derrière tout ça, et c'est assez pratique à utiliser. Donc si je fais un get slash, c'est la même chose que si j'appelais l'entrée de mon cluster ou d'un de mes nœuds avec slash, et la réponse que j'ai d'Elasticsearch est celle-là, il me dit ouais, je suis bien sur la version 7.17.0 de la suite élastique. Et je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je dis ça, il y a mon enceinte Alexa qui répond quelque chose, elle doit entendre quelque chose, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je vais commencer par effacer mon index personne, mais en fait il n'existe pas. Donc, et je vais commencer par vous indexer quelques documents et vous expliquer ce qui se passe. Donc je vous ai dit qu'on gérait des documents JSON. Donc voici un document JSON type que je veux indexer, dans lequel j'ai un champ nom, et puis ici je veux indexer David Pilato. Donc je vais lui dire, indexe-moi ça dans un index personne, qu'il ne connaît pas, puisque l'index je l'ai déjà détruit. Utilise, alors ce underscore doc là, c'est quelque chose qui disparaît dans la prochaine version majeure, dans la version 8. Pour l'instant, mettez underscore doc systématiquement, ça vous simplifiera les migrations plus tard. Et je veux lui indexer un document donc, dont le nom, dont l'ID, l'identifiant, est David. Donc, si j'exécute cette requête, qu'est-ce qui va se passer? Donc il me répond d'abord oui, il l'a bien fait, tout va bien. La première chose qu'il me dit, c'est que Elasticsearch va faire, c'est il va dire, tu me parles d'un index qui s'appelle personne, j'avais pas notion qu'il y avait un index qui existait, donc je dois créer un index. Donc il crée un index avec des structures techniques qui vont permettre de gérer ensuite vos données. La deuxième chose qu'il va faire, il va dire, tu me parles d'un champ name, mais ce champ name, je sais pas ce que c'est en fait, je l'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc en fait, il va créer une structure, ce qu'on appelle un mapping dans Elasticsearch, qui va dire, ok, voici pour le champ name, a priori c'est une chaîne de caractères, donc je vais faire en sorte que tu puisses rechercher en mode full text search sur ce champ name, notamment. C'est une des choses qu'il va faire, mais il fera autre chose. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est comme si un peu vous faisiez un create table dynamique, en fait, ce qu'on fait là. Et la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va stocker dans un champ qui s'appelle... la troisième chose qu'il va faire, c'est qu'il va indexer le contenu du champ name. Pour indexer le contenu du champ name, en gros, il va faire des transformations, il va découper aux espaces, il va mettre tout en minuscules, ça c'est ce qu'il fait par défaut. Il va produire deux termes qui sont David et Pilato en minuscules, et il va mettre ça dans la structure d'index inversé dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il va les relier donc à l'identifiant David. Donc dans l'index, on aura David et Pilato reliés à l'identifiant David. C'est ça qu'on a. Et enfin, la dernière chose qu'il fait, c'est qu'il va stocker dans un champ qui s'appelle underscore source le document JSON tel que vous voyez, tel qu'on l'a envoyé à l'indexation. Ça va nous permettre de faire quoi? De faire un get by ID. Donc je récupère un document en connaissant son ID, et je vois bien que je suis capable de récupérer mon fameux champ underscore source et de récupérer donc ce que j'avais envoyé. Pour mettre à jour un document,
une des façons de faire, et c'est moi ce que je vous conseille de faire, c'est de dire, voilà, je te renvoie une nouvelle version de ce document. Donc, j'ai toujours le champ name avec toujours le même contenu, donc je représente le même contenu qu'on avait avant. Et ici, je vais rajouter un champ, vous voyez, qui est structuré un petit peu différemment. C'est un adresse, ça va être un objet qui contient un sous-champ qui s'appelle city. Donc en gros, il va m'indexer un champ qui s'appelle adresse.city, en tout cas il sera accessible comme ça, avec le champ Sergi. Donc quand j'exécute ça, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il dit, tu me parles d'un champ adresse.city, je savais pas que ça existait, donc je vais altérer le mapping. Je vais faire un update mapping. C'est comme si on faisait un alter table, si vous voulez, automatique. Puis ensuite, il va passer par les mêmes phases que tout à l'heure. Il va réindexer le contenu du champ name, comme on l'a vu tout à l'heure. David et Pilato reliés à l'ID David. Et puis dans le champ adresse.city, même chose. Il va mettre en minuscule Sergi, il va le relier à l'ID David. Et stocker à nouveau le document dans underscore source, qui nous permet de le récupérer par la suite. Quand on veut effacer un document, on utilise le verbe http delete, très simple. J'efface le document. Du coup, quand je fais un get du document, j'ai une erreur 404, le document n'existe plus. Donc là, je vous ai montré du très simple CRUD, Create, Read, Update, Delete, comment on joue avec Elasticsearch. C'est une façon de faire pour indexer des documents, il y en a d'autres, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, on va jouer un petit peu avec la recherche maintenant, et pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu plus de documents. Donc, ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais créer des documents, une dizaine ici, dans mon index personne. Ici, vous voyez, j'utilise plus le verbe put, mais j'utilise le verbe post. Et je ne précise pas d'ID. En fait, je vais demander à Elasticsearch de automatiquement me générer des ID à chaque fois que j'indexe des documents. Donc ici, j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Donc on voit que l'ID change systématiquement. Ça, c'est le cas typique des logs. Vous n'avez pas besoin d'ID parce que vous n'allez pas éditer vos documents. Hop, vous envoyez directement des documents vers l'index et puis c'est tout. Donc j'ai deux champs, name et commentaire. On est un petit peu dans le même cas d'utilisation qu'on voyait tout à l'heure quand je vous montrais les requêtes SQL. Et ici j'ai donc David Pilato comme tout à l'heure, et surtout dans les commentaires j'ai mis ici c'est Sergi, j'habite à Sergi, c'est pour cette raison. Je vais en indexer 3 autres, où j'ai mis ici c'est Sergi Pontoise, et puis ici je vais indexer 1 ou 2 documents où j'ai mis ici c'est Pontoise. Donc voilà. Commençons par faire de la recherche. Bon, je vais vous montrer ça ici. Je fais une petite recherche toute simple. Donc, on a une API qui s'appelle underscore search qui nous permet d'exécuter une recherche. La réponse d'Elasticsearch me dit, alors là ça a pris 125 millisecondes, j'ai trouvé 15 documents, et voici les 10 premiers documents, par défaut il en retourne 10, qui matchent nos critères. J'ai mis aucun critère, donc il fait ce qu'on appelle un match all, et donc il prend les 10 premiers documents qu'il a. Donc ici, voilà, David c'est Sergi. Bon, comme j'avais indexé les 10 premiers, c'était des David c'est Sergi, c'est cela. Alors on peut changer la taille de la page. Bon, ça peut se faire ici, pardon, ou en ligne directement. From. Alors from et size, from ça veut dire à partir d'où vous voulez voir, et size ça veut dire combien vous voulez en voir par page. Donc from 0, je vais en voir 20. Donc là, je vais avoir toute ma liste de 15 documents. Vous voyez, j'ai les derniers, Sergi Pontoise, puis les Pontoises qui apparaissent. Okay. Donc ça, c'est pour la navigation et la pagination, notamment, vous pouvez faire ça. Ensuite, je veux faire maintenant une recherche. Je veux chercher avec ce qu'on appelle une match query, dans mon champ qui s'appelle commentaire. C'est là où vous voyez, vous avez de l'autocomplétion et ça peut être pratique. Et je veux chercher toutes les personnes qui sont à Sergi. J'exécute ça, il me dit, il y a 13 documents qui matchent. Alors il me dit, il y en a qui sont effectivement, ici c'est Sergi. Ah oui, non, je les ai pas tous mis. Faut que j'augmente la taille de la page. À 20. Ici c'est Sergi, et puis à la fin, ici c'est Sergi Pontoise. Donc j'ai mes 13 documents. Alors remarquez qu'en passant, si je tape des choses comme ça, je change les polices de caractère, j'en ai toujours 13. Si je fais des trucs comme ça marche toujours. Pourquoi? Parce que il y a une analyse de texte qui est faite par rapport à ce que vous cherchez. Et en gros, le même processus qu'on a utilisé lorsqu'on a indexé le champ commentaire, là, il va être appliqué lorsqu'on recherche. Alors, Sergi, ça marche bien.
Et si je cherche maintenant Sergi Pontoise, j'exécute. Et qu'est-ce que je vois? Alors, je vois que effectivement j'ai du Sergi Pontoise. On voit d'abord que Sergi Pontoise, là, il est en haut de la liste. Puis après, j'ai du Pontoise et après, j'ai du Sergi. Alors, pourquoi il a trié dans cet ordre-là? Tout ça, c'est lié à ce qu'on appelle le score de pertinence. Et le score de pertinence, c'est ce que vous voyez ici. Pour Sergi Pontoise, il a calculé 1,12. Cette valeur ne veut rien dire en soi. C'est juste un moyen pour nous de faire du tri des résultats. Ici, c'est Pontoise, il a un score de 1,09. Ici, c'est Sergi, il a un score de 0,17. Comment il calcule ce score de pertinence? En fait, en fonction de la fréquence des termes que vous cherchez dans le document, le document va matcher davantage. Donc, plus vous allez avoir des termes ici, bah, plus ça va matcher. Ici, je vois que j'ai les deux termes, Sergi et Pontoise, donc en gros, je fais le cumul des deux scores de 1,09 avec 0,17, ça doit être à peu près le cumul des deux scores, à peu près. Okay. Ce qui va rentrer aussi en ligne de compte, donc c'est pour ça que Sergi Pontoise est en haut. Mais après, vous pouvez me dire, pourquoi Pontoise passe avant Sergi? On voit que Sergi, il a un score de 0,17, et Pontoise, il a un score de 1,09. La raison, c'est la fréquence des termes dans l'ensemble de l'index. Plus vous allez trouver des termes rares, et plus ces termes vont être pertinents. Donc Pontoise, ici, j'en ai indexé que 2. Des Sergi, j'en ai beaucoup. Parce que j'en ai dans ici c'est Sergi, et j'en ai aussi dans ici c'est Sergi Pontoise. Donc Pontoise, je les ai en 1, 2, 3, 4, 5 exemplaires. Et des Sergi, j'en ai, on a vu tout à l'heure, j'en avais 13, je crois. Donc Pontoise est beaucoup moins fréquent. Donc comme il est moins fréquent, on se dit c'est quelque chose qui est assez rare, et donc finalement c'est pertinent puisque tu cherches ce terme. Et donc je le mets en avant. Si j'indexe un peu plus maintenant de Pontoise, je vais indexer plus de Pontoise, et que je recherche la même chose, on va voir que j'ai toujours ici, c'est Sergi Pontoise en premier, mais en deuxième, Sergi est devenu en fait plus rare. Donc maintenant, Sergi est passé au-dessus de Pontoise, et Pontoise, on va le retrouver à la fin de la liste. Okay. Donc la pertinence, notamment, ça marche comme ça. Il y a un autre élément qui rentre en ligne de compte, c'est notamment aussi la longueur de la chaîne de caractères dans laquelle vous cherchez. Plus vous allez trouver, en français ça va être, plus vous allez trouver de termes de façon fréquente et des termes rares de façon fréquente dans des textes courts, plus ça va être pertinent. Autrement dit, si vous cherchez dans un titre de livre, ça va avoir plus de poids que dans le contenu du livre lui-même. Parce que dans le titre, d'abord c'est un texte court, et puis si vous trouvez des termes rares dans ce titre, ben ça va être voilà, plus pertinent. Donc voilà pour vous expliquer en quelques mots comment fonctionne la recherche, mais on va aller un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des questions déjà? J'ai une question. Si on fait une faute d'orthographe, ça va quand même les retrouver. Comment? Et, si on fait une faute d'orthographe, ça va quand même les retrouver, Sergi et Pontoise. Alors Et, non, non. pas par défaut là. Il faut que tu rajoutes ce qu'on appelle un fuzziness. Donc dans la match query, je peux pas le faire avec cette forme-là. Il faut que je réécrive ma requête autrement. Mais bon, je te le montrerai tout à l'heure. Si tu peux rajouter un critère de flou en fait à ta recherche, mais par défaut d'autorité il ne le fait pas. Il y a d'autres moyens de le faire, et si on a le temps, on couvrira la notion de mapping et d'analyseur à la fin. Je vous montrerai aussi une autre façon, mais il y a aussi le fuzziness qui permet de le faire. Et du coup, si on autorise ma question, il y a une autre qui suit. Si on autorise les fautes d'orthographe, si on écrit Pontoise avec un Z, est-ce que Pontoise sera mieux scoré que Sergi? Il Est-ce que sera ça marchera? autant scoré que Pontoise avec un S. Okay. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est faire une recherche booléenne dans lesquelles tu vas chercher à la fois sur la forme exacte et à la fois sur la forme avec un flou. En combinant ces deux recherches, du coup la forme exacte va s'ajouter à la forme floue et donc va monter au-dessus des résultats. Donc tu vas mettre le flou dessous. En plus, tu as des notions de boost. Sur la forme exacte, tu peux dire je booste le résultat par un facteur 4 parce que c'est une forme exacte. Donc il y a possibilité de tuner le moteur de recherche comme ça.
Et est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser la casse aussi pour augmenter le score si la casse correspond exactement, le score est Ouais. plus élevé? Donc de la même façon, on a un type de champ qui s'appelle les keywords. Je montrerai ça tout à l'heure un petit peu, qui en fait ne transforme pas, par exemple, ne découpe pas en token. C'est pas exactement la même question. Mais ou sinon, tu peux utiliser un analyseur de texte que tu vas toi-même mettre, où tu n'appliques pas de transformation de casse. Tu fais juste le découpage aux espaces, mais tu laisses la casse identique. Comme tout à l'heure, tu fais une recherche booléenne, 1 sur le champ non transformé, 2 sur le champ transformé, 3 sur la version floue. Tu cumules l'ensemble des scores, et tu vas voir que si tu as la casse exacte, du coup ton résultat va naturellement monter au-dessus. Alors, j'ai oublié de faire un truc tout à l'heure, j'ai oublié de lancer mon petit injecteur. Donc en fait, je vais me connecter sur une instance qui tourne dans Google Cloud, dans la même région où j'ai Elasticsearch. Et en fait, ici, j'ai développé un petit injecteur. Vous l'avez pas vu tout à l'heure, hein, mais j'ai effacé l'index personne. Mon injecteur, ce qu'il va faire, il va envoyer à Elasticsearch, c'est développé en Java, hein, j'utilise le client Java pour ça. Il va envoyer à Elasticsearch, dans mon cluster cloud, 1 million de documents. Et en gros, il va utiliser une API qui est un peu différente de celle qu'on a vue tout à l'heure où j'indexais les documents un par un. Il va utiliser une API qu'on appelle le bulk. Le bulk, c'est une sorte de batch mode qui est beaucoup, beaucoup plus efficace. Où je vais dire, allez, tous les 10 000, envoie un paquet de 10 000 à indexer à Elasticsearch. Et vous allez voir que il va le faire ici assez rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici, il se connecte à mon cluster. Il démarre. Alors voici à quoi ressemblent les documents que je génère ici. Ici, j'ai donc le nom, une date de naissance, un genre, un nombre d'enfants. Les données marketing, ça correspond à des espèces de compteurs, des centres d'intérêt, combien de fois l'utilisateur a cliqué sur le bouton Fashion dans mon application métier, par exemple. Et ici, une adresse qui est structurée de cette façon-là. J'ai le pays, j'ai la ville, et puis à l'intérieur de la ville, je mets aléatoirement des coordonnées à l'intérieur de cette ville, dans un rectangle. Donc tout ça est généré de façon aléatoire. Et vous voyez, là, il est en train de balancer tous les 10 000 dans mon cluster Elasticsearch. Donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Je vais aller faire ici ma recherche comme tout à l'heure. Donc il me dit, jusqu'à présent, j'en ai indexé 311 007. Et vous allez voir, là, j'en ai 359 000. Là, j'en ai 371 000. Ici, j'en ai 401 000. Donc on voit que ça arrive au fil de l'eau, de façon assez rapide, en fait, et c'est envoyé vers le cluster Elasticsearch. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est faire mes requêtes, ce qu'on a vu tout à l'heure, mais à plus grande échelle. Sur mon champ name, je vais lui dire par exemple, est-ce que tu as des Joe? En 20 millisecondes, c'est le temps qu'il a mis ici, il m'a dit sur le volume que j'ai actuellement, j'ai 881 Joe qui correspondent. Et voici les 10 premiers Joe qui matchent ce qu'on cherche. Je l'exécute, j'en ai 1092. Et je vais changer la taille de la page, je vais mettre 0 parce que j'ai plus envie de voir les résultats, j'en ai 1199. Combien 1126, 1245. Je pense que ça va pas tarder à s'arrêter. J'ai 860 000 documents. Ouais, 880 000. Bon, voilà. On est proche de la fin. Je vais juste attendre. Je suis pas obligé d'attendre pour passer à la suite, mais c'est juste pour vous montrer que je vais le faire sur mon million de documents. Voilà. Voilà. Alors, je sais pas combien de temps il a mis, je crois que j'ai les stats à la fin. Ouais, en 12 heures, ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est 1 minute 55 ou 39 minutes 39 secondes. Ouais, non, ça doit être 1 minute et 55 secondes, peut-être. Ça doit être ça. Il a... je sais plus exactement. Il a indexé mon million de documents. Donc ça a été hyper rapide, comme vous l'avez vu. Maintenant, sur mon million de documents, j'ai envie de poser des questions à Elasticsearch. J'ai envie de lui dire, j'aimerais bien avoir la répartition de mes documents par année de naissance. Pour ça, je vais faire ce qu'on appelle une agrégation. Je lui donne un petit nom ici, je vais faire une première agrégation, et je vais lui faire un histogramme de date. Sur le champ date de naissance, regroupe-moi mes individus par année. Donc j'exécute cette requête. Ici, en 102 millisecondes, il me dit, sur mon million de documents, je sais qu'en 1940, j'en avais 14 275, en 1941, j'en avais 14 260, jusqu'à la fin.
de mon dataset. En 2009, j'en avais 14 222. Donc ça a été assez rapide. Tiens, en passant, dans les headers, et ce que Kibana récupère aussi, il vous donne ce qui a été déprécié, et ce qu'il va falloir modifier dans votre code. Donc par exemple ici, il faut que je mette calendar interval dans ce cas-là. Voilà, je change. Ok, très bien. Donc j'ai ce résultat, pas mal. Je peux lui demander en même temps une autre agrégation. J'aimerais bien aussi globalement avoir la répartition par genre. Donc je vais faire ce qu'on appelle une terms agrégation sur le champ gender, et je vais lui dire calcule-moi la répartition de mes hommes et mes femmes. J'exécute. La première requête peut prendre un petit peu de temps, elle a 97 millisecondes, mais bon, ça va. Hein. Donc j'ai toujours mon agrégation par année, et dessous, j'ai mon agrégation par genre, où j'ai la répartition de mes femmes, 510 000 femmes, et à peu près 490 000 hommes. Pas mal. Ce que je peux faire aussi, c'est dire à Elasticsearch, mais ici, là, sur mes répartitions hommes-femmes, par année, j'aimerais bien que tu me calcules une répartition par genre. Donc là, je lui dis, pour chaque bucket année, recalcule-moi une répartition par genre. Donc je réexécute, voilà, 160 millisecondes plus tard, je sais que mon million de documents, en 1940, j'ai toujours 14 275 individus, et cette fois, je sais dans le détail que j'ai 7 301 femmes, 6 974 hommes. Et tout ça, année par année, avec toujours à la fin le cumul par femme et par homme. Bon, allez, on peut en rajouter une autre. On peut faire un petit arbre d'agrégation comme ça, en fait. Alors, je crois qu'il y a une limite, hein, je sais plus si c'est une dizaine d'agrégations ou 5, je sais plus exactement. Mais bon, ça donne déjà pas mal de choses. Donc j'ai un champ numérique, j'ai envie de calculer la moyenne du nombre d'enfants. Donc par année, je répartis en hommes-femmes, et pour chaque homme-femme, je veux avoir la moyenne du nombre d'enfants. J'exécute. Voilà, 226 millisecondes plus tard, en 1940, j'ai toujours 14 275 individus, 7 301 femmes qui ont 2,01 enfants en moyenne. Et ça, ainsi de suite. Alors rappelez-vous qu'on est couplé avec un moteur de recherche. Donc si en plus mon utilisateur il fait une requête, je vais faire une match sur le champ name, et je vais chercher mes Joe de tout à l'heure. Ici, et ben je sais que je suis sur mes 1514 Joe qui appartiennent à mon million de documents, donc en 9 millisecondes. 1940, j'ai 17 Joe, dont 13 hommes, 4 femmes, et les 4 femmes ont 1,75 enfants en moyenne. Ok ? Donc ça, c'est hyper puissant, ce que vous voyez ici. Parce que, contrairement, si vous avez déjà fait du SQL, et moi je faisais typiquement ça, j'avais des rapports à fabriquer sur un autre projet que je faisais à la douane, qui était les contrôles qu'on faisait dans les entreprises. Je devais faire des stats tous les jours. En fait, toute la nuit, j'avais un batch qui tournait sur ma base SQL pour constituer ça. On est passé sur Elasticsearch. En fait, on a dit, bah non, on sait le faire en temps réel, en fait. Et donc, on n'a plus besoin de faire des batchs. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai besoin d'exprimer une demande de calcul d'analyse, comme ça, ici sur des données un peu marketing, ben voilà, je vais pouvoir l'exprimer et avoir le résultat immédiatement. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, l'effet wow, que j'ai eu quand j'ai découvert Elasticsearch. Alors tout ça, c'est sympa, mais ici, on n'a pas une visualisation. On peut pas présenter ces documents JSON à nos utilisateurs comme ça. Il va falloir qu'on passe sur Kibana pour montrer quelque chose de plus sexy. Avant ça, je voudrais montrer... Le gain de temps, c'était surtout dans la rédaction de la requête entre guillemets, ou c'était plutôt dans l'exécution de la requête, ou les deux? Ah, c'est de l'exécution. L'exécution de la requête tournait toute la nuit, quoi. Sur SQL. Pour arriver à fabriquer des trucs comme ça. De cet ordre-là. Sur du volume, hein, j'entends. Hein. C'était vraiment sur du volume. Mais si, ouais, sur un million de documents, par exemple, c'était quasiment inenvisageable de le faire. Alors ici, je crois que je peux écrire ça. Ouais. Query égale Joe, virgule. Et ici, je peux mettre un score de fuzziness. Donc, qu'est-ce que... pas un score, un attribut de fuzziness. Donc ici, c'était pour répondre à ta question, Edouard. Je crois que c'est toi qui as posé la question. Comment je fais de la recherche floue? Donc ici, je peux introduire une notion de flou. Ici, je vois que j'ai écrit Joe, mais avec du flou. Et là, typiquement, alors je vais enlever... ici, je vais remettre du size 10, ici. Ici, je vois que... Ah bah tiens, on a typiquement un flou ici. Alors, on le voit peut-être pas spécialement parce que Joe a matché, mais Noé a matché aussi, en flou. Parce que Noé, il y a juste une lettre d'écart. Okay. Zoé, c'est pareil, il a matché.
Je sais pas ce que je vais avoir. Tiens, Zoé Noé. Ouais, je l'ai vu ici. Zoé Noé, carrément, c'est pas Joe, mais on voit que la recherche floue ici fonctionne. Okay. Donc ici, on peut mettre aussi un fusil Nest qui est plus intéressant à mon avis, qui s'appelle Auto. Et Auto, vous allez voir, là, dans mon cas, oui, si, il va bien s'appliquer. Ça permet de faire quoi? Ça permet de définir le fusiness factor en fonction de la longueur du terme que vous cherchez. Sur un terme très court, par exemple comme Gio, il va pas appliquer de fusiness. Parce que, en fait, il y a que 2 lettres, et finalement, on va ramener n'importe quoi si on applique un fusiness de 2. Si je tape Gio, il va ramener IL, qui n'a aucun rapport, par exemple. Donc, on va mettre 0. Si, à partir entre 3 et 5, il va mettre un fusiness de 1, et à partir de 5, je crois qu'un truc comme ça, par exemple, là, à ce moment-là, il va mettre un fusiness de 2. Donc, il va autoriser 2 modifications. Les modifications, ça peut être la suppression d'une lettre, le remplacement d'une lettre par une autre, ou la permutation de 2 lettres, par exemple. C'est ça les modifications possibles. Voilà, ça c'était pour répondre au fusiness. Alors, revenons à nos petits moutons. Ici, donc je vous ai dit que tout ça, je peux pas l'afficher à mes utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Kibana. Cette fois, je vais vous montrer la partie un peu plus sexy de Kibana. Pour ce pourquoi il a été conçu à l'origine. Donc, quand je vais dans Kibana, ici, la première chose que je vais faire, je vais aller découvrir mes données. Je vais aller dans Discover dans mon cas. Dans Discover, ici, je regarde, alors, il l'a enregistré par défaut comme ça, entre 1940 et 2010, mais par défaut, normalement, il fait que les 15 dernières minutes. Donc, il faut normalement changer les dates, mais bon, là, c'est déjà fait. Qu'importe. Il me dit, voilà, j'ai trouvé, ici, 1 million de documents qui correspondent à mes critères, c'est-à-dire aucun critère. Et je vois d'ailleurs ici une petite répartition par année. Ben ça, c'est le résultat de l'histogramme de date qu'on a vu tout à l'heure, typiquement, sauf que là, il est visuel. Puis dessous, il me dit, voilà les documents, voilà, ça c'était il y a 12 ans, ce document-là. Et puis, voici le document JSON, en fait, quelque part, tel que on peut l'imaginer. Alors ça, vous pouvez agrandir cette partie-là, vous pouvez aller voir chacun des champs. C'est une des nouvelles fonctionnalités de la version, d'ailleurs, 7.17. Voilà, où je vois le document sous forme tabulaire ou sous forme JSON, etc. Vous pouvez voir les documents suivants, naviguer dans les documents, c'est assez sympa. Vous pouvez aussi choisir les champs que vous voulez afficher. Par exemple, ici, au lieu d'afficher juste le JSON, je vais afficher le nom, le genre, le nombre d'enfants, le pays et la ville. Donc voilà. Ici, j'affiche un petit peu mes résultats. Et puis, comme c'est un moteur de recherche, je peux chercher mes Joe comme tout à l'heure. Et là, je comprends, voici la répartition de mes Joe par année, et voici les Joe qui matchent mes critères. Ok? Donc, très simple. Je peux sauvegarder cette recherche pour la réutiliser plus tard, et moi je l'ai déjà fait, donc je n'ai pas besoin de le refaire ici. Ce que vous allez pouvoir faire ensuite, c'est dire, bah finalement, je veux faire ce qu'on appelle des dashboards. Donc des dashboards, ça va vous permettre, oups, c'est pas ça que je vais vous montrer, je vais créer un nouveau dashboard. Alors, j'arrive dans le dashboard, et je vais lui dire, bah la première chose que je veux faire une visualisation. Et puis, je vais prendre mon champ, par exemple, date de naissance de tout à l'heure. Non, je vais prendre un truc plus simple, je vais prendre genre. Ok. Voici ma répartition homme-femme. Donc là, on voit qu'il a fait directement derrière un termes agrégation. Alors vous avez des options, je veux dire, moi je veux le présenter comme ça, par exemple. Il y a plein d'options différentes, mais là je vais pas passer mon temps à faire ça. Je vais juste faire sauvegarder et retourner. Donc voilà, j'ai une première visualisation qui est ici. Je vais en faire une deuxième. Je vais prendre la date de naissance. Ok, je fais donc je fais là un histogramme de date, typiquement, ce qu'on voyait tout à l'heure hein, dans la vue découverte, Discover. Et puis je vais dire, allez tiens, fais-moi une répartition par pays. Donc vous voyez, je fais un drag and drop par pays de ça. Alors il y a plein d'autres possibilités, hein, vous pouvez rajouter d'autres éléments, enfin etc. Mais bon, là je vais pas le faire, ça va assez loin. Et puis, si je suis content avec ce résultat, alors je peux le présenter de différentes façons, mais je vais laisser ça, pourquoi pas. Je vais dire, allez, sauvegarde et retourne. Donc ici, j'ai déjà pas mal de résultats, et je peux rajouter des trucs que j'ai déjà préenregistrés, donc j'avais personne par... Qu'est-ce que j'avais fait? Ça, je crois. Ici, que j'avais déjà préenregistré, qui est le résultat de ma recherche de tout à l'heure, hein, qu'on avait vu. Et voilà, et maintenant, je peux mettre en forme tout ça.
Je peux dire, allez, ça je vais le mettre plus petit, pourquoi pas, ici. Ça je vais le mettre plus petit. Voilà. Vous mettez ça en forme, vous partagez votre dashboard avec vos utilisateurs, enfin, vous sauvegardez ça, vous partagez votre dashboard avec vos utilisateurs, et voilà, vous avez fini votre enquête. Ou vous mettez cet outil dans les mains de vos utilisateurs aussi, ça dépend de leur niveau. Donc, je retourne dans dashboard, discard, et je vais vous montrer du coup un dashboard que j'ai déjà fabriqué. Donc, voici le dashboard en question. Qu'est-ce que je vois ici? J'ai affiché le nombre total de résultats. Ici, j'ai affiché deux choses. La répartition par année. Et puis, j'ai splitté cette répartition par année en hommes-femmes. Vous voyez les résultats. Et puis, j'ai voulu aussi savoir, non pas cette fois par homme-femme, mais par année, quel était le pourcentage le pourcentage, oui, du nombre d'enfants hommes-femmes. Compliqué. Ici, j'ai fait une présentation sous forme de tableau, la répartition par pays, le nombre total d'enfants en fait que j'ai calculé, et puis le nombre moyen d'enfants par pays. Voilà. C'est une autre représentation par pays et par ville. Donc il y a plein de visualisations possibles. Ici, une représentation plutôt graphique des éléments. On va jouer un petit peu avec ça. Et puis là, il y a une nouveauté qui est sortie dans la version 7.17, donc j'ai mis ça hier soir, où je fais une sorte de petite waffle chart où je représente un petit peu la distribution. Alors ici, par ville. Et en abscisse, c'est la distribution de mes utilisateurs qui sont intéressés par les voitures. Donc ici, entre 0 et 500, ici, entre 0 et 50, pardon, entre 50 et 100, entre 100 et 150, etc. Et puis, je lui demande de me colorier la case, en fait, en fonction du nombre moyen d'enfants. Donc ici, voilà, j'ai plus d'enfants dans cette partie-là, etc. Là, c'est des données aléatoires, hein, ça ne veut absolument rien dire, mais vous avez une idée de ce que ça peut donner. Et puis le résultat, comme tout à l'heure. Pardon. Je peux zoomer un peu dans ma carte. Allez, je vais zoomer. Je sais que j'ai 250 000 individus, par exemple, à cet endroit-là, en France. C'est mon dataset. Voilà. Et puis j'ai fait d'autres types de rendus. Ici, j'ai fait des rendus, par exemple, des clusters, plus ou moins précis. Donc je vais zoomer un petit peu comme ça. Voilà. Bon, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire. Là-dessus, j'ai un moteur de recherche. Je peux toujours chercher Medjo. Et là, en quelques millisecondes, je comprends Medjo. Je comprends enfin ma donnée. Ici, j'ai mis 514 Joe, ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà mes Joe par année, la répartition homme-femme, où ils sont localisés ici dans le monde, par pays, par ville. Mais Joe qui sont des femmes, tiens, on avait parlé qu'on avait des Joe femmes. Peut-être qu'on a envie d'aller voir qui sont ces Joe femmes. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle de la navigation par facette. Typiquement, je vais cliquer ici dans Kibana sur le camembert. Et ce que ça va me faire, c'est que ça va me rajouter un filtre sur les Joe qui sont des femmes. Donc je vois plus que les 358 femmes en question. Et donc tout se met à jour automatiquement. Et là, je vois que mes Joe ou femmes, tout va bien. Le Joe, c'est le nom de famille, sinon. Donc tout va bien. Ok. Alors je peux chercher aussi toutes les femmes. Ok, j'ai 510 000 femmes. Très bien. J'ai envie de voir celles qui sont nées plutôt dans les années 70. Donc pareil, je fais de la navigation et je zoome un petit peu dans mes résultats. Je veux aller voir les femmes qui vivent plutôt en France et pourquoi pas, je vais aller directement au résultat à Cergy. Je vais lui dire vas-y, applique-moi. Alors je pourrais appliquer les deux filtres, mais bon, Cergy étant en France, je peux en appliquer qu'un seul. Donc là, je ne vois plus que les femmes qui sont à Cergy, nées dans les années 70. Alors je vais zoomer un petit peu, et en fonction du niveau de zoom, vous allez voir qu'il va me recalculer des choses un petit peu différentes, il va me faire afficher il va afficher des choses un petit peu différentes en fonction du niveau de zoom. Là, par exemple, il commence à m'afficher des clusters un petit peu différents, il me dit, ah là, j'ai 56 femmes à cet endroit-là, par exemple. Puis on continue, je vais zoomer à nouveau, je vais zoomer ici, et là, il commence à me dire, ah tiens, voici la répartition de mes femmes à Cergy, à cet endroit-là précisément. Et là, je sais que par exemple, j'ai Bonnie Abdul, qui est une femme, elle a 2 enfants et elle a à peu près 49 ans. Voilà. Et ici, etc. aussi. Alors, ce que je peux faire en plus, non, je vais rezoomer un peu. Tiens, je vais enlever les critères, non, je vais laisser les femmes pour l'instant. Je vais dessiner une forme et je vais dire, tiens, je ne veux voir que les femmes qui vivent ici, dans mon quartier.
Donc je fais un filtre que sur ces femmes-là, qui vivent dans mon quartier, à Cergy, née dans les années 70. Oui, j'habite par ici, au fait. Donc voici, ici, ma liste. J'ai refait mythique, si vous voulez. Hein. J'ai un équivalent de mythique. Alors je peux faire l'inverse. Je peux dire, finalement, je veux voir toutes les femmes de Cergy, mais pas celles qui sont dans mon quartier, parce que ça pourrait être les copines de ma femme, donc voilà, j'ai pas trop envie. J'exagère, hein, attention, hein, je plaisante là-dessus. Hein. Je sais que c'est un peu touchy comme discussion, mais voilà, ne le prenez pas mal, surtout, c'est vraiment pour la plaisanterie. Je vais chercher, tiens, les hommes et les femmes indifféremment, d'ailleurs, dans mon quartier, voilà, qui sont nés dans les années 70. Donc là, ici, j'ai des femmes, ici, j'ai des hommes, voilà, et je peux aller voir toutes ces personnes. Ok. Donc ça vous donne une idée de la puissance d'Elasticsearch et du moteur de requêtage, et dans ce qu'on peut faire aussi comme visualisation, du coup, dans Kibana. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Moi, j'ai une question par rapport à la partie cartographie. Oui. Ça veut dire que dans la base de données, on doit avoir des informations sur latitude et longitude pour pouvoir faire ce genre de filtre par quartier. C'est ça qui se passe derrière, ou bien il y a d'autres types de... C'est exactement ça. Ici, Ok. j'ai les coordonnées géographiques latitude, longitude, et j'exploite cette information-là pour afficher ça sur la map. Donc à partir du moment où tu as des coordonnées géographiques latitude, longitude, tu es le roi du pétrole. Après, il y a Elasticsearch supporte d'autres choses comme l'indexation de polygones, de la recherche de polygones qui s'entrecroisent, des polygones à l'intérieur des autres, etc. Ok, ok. Très clair, merci. Alors il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec Elasticsearch, avec Kibana, pardon. Je vous montre en passant parce que je trouve ça sympa. Vous pouvez aller un peu plus loin dans la présentation que vous faites à vos utilisateurs. Là, je vais vous montrer un truc qui s'appelle donc Kibana Canvas. Où là, voilà, c'est une présentation que j'ai faite typiquement, où je dis voilà, j'ai 1 million de documents, on est le 2 février, voilà, tout va bien. Et je vous fais une petite présentation, voici la suite élastique, je m'appelle David, blablabla. J'ai un dataset avec 1 million de documents, et voici les champs qu'il y a dans mon dataset, par exemple. Quelques champs qu'il y a dans mon dataset. Très bien. Je reviens en arrière. En fait, ce que vous voyez, c'est pas des slides. Ce sont des slides connectés à Elasticsearch. Et là, il y a une puissance au niveau de la visualisation que vous pouvez faire, ça va beaucoup plus loin que les dashboards qu'on a vus tout à l'heure. C'est que là, en fait, ce que vous voyez, le million de documents que vous voyez ici, c'est un vrai nombre. C'est le vrai nombre, c'est pas moi qui l'ai mis en statique. La première couronne ici, c'est la répartition par pays. La deuxième couronne, c'est la répartition homme-femme. En bas, vous voyez le résultat de mon histogramme de date, splitté homme-femme par année. Alors par année, splitté homme-femme. Et ici, vous avez une vraie liste de résultats d'utilisateurs. Okay, c'est des vraies personnes qui sont dans mon dataset. Ce que je fais, c'est que si je file, par exemple, je veux voir que les Français, ben en fait, on va voir qu'il va requêter. Maintenant, il me met à jour mon slide, il me dit, ok, voici que les personnes vivant en France. Là, je vais prendre les hommes qui vivent en France. Ok, vous voyez, tout est mis à jour automatiquement. J'en ai 222 000. Quand je retourne dans mes slides, d'ailleurs, il me dit maintenant que j'ai 122 865 documents, parce que ce que j'ai filtré, c'est uniquement ce dataset-là. Donc ça vous permet de faire des choses super sympas. Par exemple, si vous chargez l'exemple de démo, je dis le e-commerce, vous aurez un canvas avec, qui est celui-là, où vous allez voir que là, on va remplir la couleur de la représentation de l'individu en fonction du nombre de ventes qu'on a fait pour les hommes ou du nombre de ventes qu'on a fait sur la partie femme, etc., etc. Donc ça va beaucoup plus loin. Imaginez, vous faites une rotation automatique des slides, c'est disponible dans le système, avec une actualisation des données toutes les minutes, toutes les 10 secondes, tout ce que vous voulez des slides, bah, automatiquement vous allez mettre ça sur un mur d'écran. Nous on a ça chez Elastic dans nos bureaux, et vous allez voilà, avoir une visualisation vachement plus sympa encore que les dashboards qu'on voyait tout à l'heure. Donc ça s'appelle Kibana Canvas. C'est un petit peu plus technique à implémenter. Faut avoir un petit peu une idée être un petit peu designer dans l'âme en fait pour arriver à faire ça quand même. Moi je suis content, j'ai réussi à faire ça, je suis déjà content. C'est bien pas mal, mais ça a été un peu sportif pour moi qui ne suis pas du tout du monde du front-end. Oui, j'ai une question sur ça. Kibana Canvas, c'est destiné à être créé par des développeurs ou plus par des designers? Non, c'est fait par des développeurs parce qu'il y a quand même... Enfin, ça peut être fait par les deux en fait. Si je te montre comment c'est fait, typiquement quand je vais cliquer sur, je sais pas, sur celui-là par exemple, ce slide-là, donc la partie qu'on voit ici, où il y a le style, la couleur, je peux mettre ici je peux mettre des CSS, moi je peux rajouter une CSS et tout ça, ça va être plus du designer.
Par contre, pour lui donner la donnée brute, là, le select étoile, ça va être un développeur qui va le faire. Donc je vais dire que le développeur, il va donner la donnée, il va préparer la donnée, la requête SQL et tout ce qu'il faut pour que le designer ensuite puisse faire son boulot et le mettre en forme. Après, pour le mettre en forme, il n'y a pas de codage. Hein. Enfin, ça peut, mais il n'y a pas vraiment de codage. C'est-à-dire que ça, je peux... c'est pas celui-là. Je peux modifier... Je sais plus comment on fait. Je peux modifier la rotation, par exemple, de ce truc-là. Ouais, c'est ici. Voilà, avec cette petite poignée. Ici, je peux modifier la rotation. Donc ça, c'est pas du codage en tant que tel. Après, on peut le coder aussi, parce que derrière, il y a tout un langage. Donc on peut dire, voilà ce que je veux faire exactement au niveau du rendering de cette chose-là. Donc il y a les deux. Ça peut être un travail d'équipe. Ok, c'est tout pour cette partie-là, je pense. Quelle heure il est? 13h14. On a encore un petit peu de temps. On a jusqu'à 14h alors ou pas? Oui, on peut avoir jusqu'à 14h. Après, il y en a peut-être qui n'ont pas encore mangé, mais dans tous les cas, s'il y en a qui doivent partir un peu plus tôt pour manger, Ok. Sinon, soit je passe au slide et puis comme ça on finit vers 13h30 et puis c'est bien. Soit je parle d'un autre truc sur l'analyse de texte. Si on peut passer au slide, c'est pas mal. C'est vrai que ça permettra aux gens de. Ok, ça marche. Donc repassons sur les slides. Hop là. Et puis, allez, on y est. Donc je vous ai parlé tout à l'heure de la plateforme élastique. Je vous ai dit qu'avec cette plateforme, on a donc plusieurs solutions qu'on peut faire au-delà de Elasticsearch et du Kibana que vous venez de voir. Pardon. Donc il y a une première solution qui s'appelle Enterprise Search. Enfin, moi j'adore ce cas d'utilisation-là parce que je viens du monde de la recherche de documents d'entreprise, donc vraiment c'est un sujet qui me passionne. Et avec Enterprise Search, vous avez en gros deux fonctionnalités possibles. Une fonctionnalité qu'on va appeler App Search. App Search, ça va vous permettre d'avoir un Elasticsearch, je veux dire simplifié, d'un point de vue développeur. Si vous connaissez par exemple Algolia, imaginez que c'est Algolia que vous avez en face de vous. L'expérience développeur avec Algolia, elle est beaucoup plus simple que l'expérience avec Elasticsearch. Par contre, vous allez beaucoup moins loin. Que ce soit avec Algolia, vous allez moins loin que ce que vous allez pouvoir faire avec Elasticsearch, ou avec AppSearch, vous allez moins loin que ce que vous pouvez faire avec Elasticsearch nativement. On est en train de travailler sur un système qui permettra aux développeurs de faire soit l'un soit l'autre comme il veut, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Pour l'instant c'est encore séparé. L'avantage de AppSearch, c'est qu'il y a des outils d'administration. Vous allez pouvoir par exemple dire tiens, quand on recherche des pizzas, j'ai envie de mettre en avant ce résultat parce que cet utilisateur-là, il a payé. On fait un drag and drop du résultat et pof, on le met en avant automatiquement, par exemple, ce genre de choses. Ou alors avoir donne-moi la liste des requêtes qui ramènent rien. Peut-être qu'il va falloir que j'ajoute des synonymes. Si je veux rajouter des synonymes, il faut peut-être que je réindexe. AppSearch va réindexer pour vous en tâche de fond sans que vous ayez à le faire. Tout ça, ça se fait dans Elasticsearch aussi, hein, donc vous pouvez aussi le faire sans AppSearch, comme vous le voulez. Encore une fois, ce que je vous dis, c'est gratuit. Voilà. Ou alors, l'autre solution qu'il y a dans Enterprise Search, c'est ce qu'on appelle Workplace Search. Et ça vous permet de fournir à vos utilisateurs une interface de recherche commune pour tous les documents d'entreprise. Que ce soit vos Google Drive, votre Dropbox, votre GitHub, votre Jira, vos mails avec Gmail, etc. Vous allez fournir une recherche fédérée sur l'ensemble des documents de l'entreprise. Nous, on se sert de ça en interne pour chercher dans tous nos documents aujourd'hui. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle des custom API. Les custom API, ça vous permet d'envoyer vous-même vos propres documents qui ne sont pas encore gérés sous forme de connecteur par Workplace Search et de le faire vous-même. Donc, par exemple, moi j'ai développé un système qui s'appelle le File System Crawler qui permet d'indexer des fichiers locaux, PDF, OpenOffice, etc., les envoyer soit vers Elasticsearch, soit vers Workplace Search, et donc du coup avoir cette recherche fédérée dont je parlais tout à l'heure. Observability, c'est tout ce qui concerne Observability, donc ça va être les logs, les métriques, l'APM, Uptime. Uptime, c'est mesurer les SLA par exemple, et puis être capable de réagir très rapidement. Voilà, ça vous donne une vision complète et unifiée sur l'ensemble de votre écosystème. Ici, c'est une vue, je crois, de conteneurs Docker.
où vous avez les différents euh, pods qui tournent dans chacun de Kubernetes, pardon, chacun des pods qui tournent dans vos instances Kubernetes, par exemple, ce genre de choses. Et aussi, sécurité. Je passe très vite, hein, si vous avez besoin de démos après sur le reste, on en parlera une autre fois. Hein. Et sécurité, ça va être tout ce qui va être la détection d'intrusion, par exemple, sur vos systèmes et éventuellement la réaction à avoir. Ce qui est génial, en fait, avec la suite Elastic, c'est que tout ce que vous avez collecté dans la partie observabilité, vous allez pouvoir vous en servir dans la partie sécurité aussi. Ce sont les mêmes données. Parce que vous allez utiliser les mêmes logs, en fait, pour votre que vous avez utilisé pour l'observabilité, vous allez pouvoir les utiliser, ces données-là, pour détecter aussi des menaces. Et comprendre, éventuellement, si il y a eu une intrusion, quels sont les dégâts qui ont été occasionnés, parce que vous avez l'analyse des logs. Donc on a un truc qui s'appelle Elastic Endpoint Security, qui est une sorte d'agent qui tourne sur les postes clients, que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise, et cet outil-là va vous permettre de faire de la collection d'informations, qui va vous permettre de comprendre quand il y a eu une intrusion, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Par exemple, ici, là, dans ce cas qu'on voit ici, là, c'est typiquement, un utilisateur a dû ouvrir une pièce jointe avec Outlook, c'était une pièce jointe Excel, donc Excel s'est ouvert, puis il y a un truc qui a été, il y avait un contenu base64, encodé en base64, qui a généré un point .exe, ce point .exe a généré un appel à run.dll32 qui a fait des appels DNS vers un host dont on sait qu'il est nocif, par exemple. Donc il y a eu une exfiltration de données, probablement, ce genre de choses. Ça, c'est des choses que vous avez nativement. Avec la version payante, je vous le dis, attention, message commercial, dans le endpoint security, typiquement, ça va aller encore plus loin, ça va être capable de stopper l'attaque. On détecte une attaque, plutôt que de la laisser se propager, on stoppe tout de suite l'attaque, on voit que vous allez vers un host qui est pas bon, paf, on coupe. Alors on coupe pas tout, on laisse l'enquêteur capable de se connecter à la machine, mais par contre on lui coupe tous les autres accès réseau, et on va faire l'enquête, on va vérifier ce qui se passe, et si tout va bien, on va lui dire ok, tu peux reprendre la main. Et sinon, en tout cas, on va faire tout ça. Il y a de la prévention contre les malwares dans la version payante, un truc lié à l'usage de la mémoire aussi, ils font quelque chose comme ça qui est dans la version payante. Mais voilà, mais sinon, globalement, il y a déjà beaucoup de choses que vous pouvez faire même dans la version gratuite, et notamment en termes de connaissances. Ça c'est génial, parce que être capable de savoir ce qui s'est passé quand vous avez eu une intrusion, c'est quand même très chouette. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, et là-dessus, un exemple concret. Il y a un super talk qui est fait par un de mes collègues et qui sera d'ailleurs représenté, je crois, au Elastic Community Conference. Mais en tout cas, c'est disponible sinon dans le cadre d'un meet-up. Vous avez tous entendu parler du Log4j Apocalypse. Bah typiquement, parce qu'on avait les données à la fois de sécurité, on a pu détecter le problème, mais aussi parce qu'on avait les données d'observabilité, on a pu aller plus loin pour voir exactement comment avait été utilisé, si ça avait été utilisé, qui a fait des intrusions et des tentatives, etc. Parce qu'en fait, on a toutes les données avec nous dans la même plateforme. Donc ça, c'était vraiment super passionnant. Alors, je vais vous parler quelques-uns de quelques cas d'utilisation faits par des utilisateurs. Alors, mes gamins sont fans parce que, en fait, Roblox utilise à fond la suite Elastic, alors pour tout ce qui est observabilité notamment de la plateforme. Il y a eu un talk l'année dernière, d'ailleurs, à la conférence Elastic CC Community à ce sujet-là. Netflix, vous avez des tonnes de clusters Elastic chez Netflix. Wikipédia, quand vous cherchez dans Wikipédia, bah, typiquement, vous allez interroger un cluster Elasticsearch derrière. Quand vous cherchez dans Stack Overflow, c'est pareil. Le petit robot qui est sur Mars, en fait, il envoie ses données, il collecte les données du robot, et il les envoie dans un cluster Elasticsearch pour notamment des use cases et essayer d'optimiser la batterie pour les missions. Voilà, donc on est content, on a le petit logo, mon code tourne sur Mars. C'est vraiment chouette. GitHub, c'est pareil, quand vous cherchez dans GitHub, vous cherchez dans des milliards de lignes de code en quelques millisecondes. Et c'est super performant. Il y a des utilisateurs, en Verizon, ils ont atteint les plus de 1000 milliards de documents dans leur cluster Elasticsearch, donc c'est vraiment capable de scaler de façon incroyable. Je sais qu'il y a un utilisateur qui est pas là, mais qui indexe plus de 10 millions de documents par seconde dans un cluster Elasticsearch.
Alors, c'est un cluster qui est dopé aux stéroïdes. Attention, il est bien dimensionné, il est bien beau, enfin, il y a eu du travail fait derrière pour que ça marche. Mais voilà, c'est pour vous dire que ce genre d'échelle est faisable. Tous les jours, quand vous faites du Uber et que vous cherchez, par exemple, pour un driver qui est autour de vous, bah, Uber a implémenté une sorte de plugin dans Elasticsearch qui fait de la recherche un petit peu dans des polygones adjacents pour trouver des drivers autour de vous, par exemple. C'est un truc qu'on pense mettre d'ailleurs nativement dans Elasticsearch à terme. Si vous cherchez dans des restaurants, bah, vous pouvez utiliser, là par exemple, c'est un exemple de AppSearch qui vous permet de faire de la navigation par facette, etc. Yelp fait ça. Si vous utilisez Tinder, à ce moment-là, vous utilisez Elasticsearch derrière. Et oui. Si vous trouvez l'amour, bah voilà, dites-le nous, hein, c'est sympa. Dans le même genre, en France, bah, Mythic, pareil, si vous trouvez l'amour avec Mythic, bah, vous saurez que c'est grâce à un cluster Elasticsearch. Beaucoup de sites marchands, alors Leroy Merlin aussi, le groupe Auchan, je sais Carrefour l'utilise, ils ont fait, le dernier meet-up qu'on a fait d'ailleurs était avec le groupe Carrefour, où ils nous ont présenté quelques cas d'utilisation qu'ils ont, notamment dans l'observabilité. Voilà, plein d'autres cas d'utilisation, Canal+, Orange, etc. Donc c'est massivement utilisé, je vais dire sur tous les secteurs, y compris l'industrie, par exemple, je me rappelle du groupe Peugeot, qui indexait les métriques des machines-outils partout dans le monde, et ça leur permettait de détecter très très rapidement un problème dans une chaîne de montage, et donc probablement des difficultés d'approvisionnement pour la suite. Ils savaient détecter comme ça, sans avoir à attendre quasiment en temps réel les difficultés. Je vous parlais des anges de la télé-réalité. Pourquoi? Parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de millions de documents, 10 millions de documents, des milliards de documents, que sais-je. En fait, en 2012, je crois que c'était la première saison ou la deuxième saison des anges de la télé-réalité, un développeur devait mettre en place un forum pour les anges de la télé-réalité et il avait besoin d'un moteur de recherche. En 2012, Elasticsearch venait quasiment juste de sortir. Et en fait, il a dit, j'ai pris Elasticsearch parce que j'ai pas un fort volume, je vais avoir 10 000 documents, 20 000 documents à tout casser. Mais en fait, mon besoin, c'est une barre de recherche avec des résultats et une pagination. Et prendre Elasticsearch, en un coût d'implémentation, ça m'a coûté moins d'une demi-journée. Et encore, j'ai passé beaucoup de temps dans la partie IHM, CSS et graphique. Mais le Elasticsearch lui-même, à mettre en place, ça a pris quasiment pas de temps. Imaginez en plus maintenant on a Love Cloud, alors là c'est encore moins de temps, c'est vraiment en quelques lignes de code, vous avez fait votre boulot. Et donc pourquoi je vous dis ça, c'est parce que Elasticsearch, ça s'applique non seulement à du fort volume, mais ça peut très très bien fonctionner sur du faible volume. Donc c'est pas parce que vous avez pas des centaines de milliers de lignes que vous pouvez pas utiliser Elasticsearch. Tout ce dont je vous ai parlé, la recherche floue, les recherches qu'on combine ensemble, la notion de pertinence et tout ça, vous allez en bénéficier même sur un volume faible, entre guillemets. Donc n'hésitez pas à le mettre dans vos applications. Voilà, pour finir, je vous rappelle, la conférence Elastic Community, le 11 et 12 février, vous pouvez vous inscrire sur ce lien-là. Je vous partagerai de toute façon la vidéo de la session tout à l'heure. Je crois que c'est enregistré normalement. J'espère, ça l'est toujours. Et puis, nous avons un espace meet-up, donc nous faisons des meet-up toutes les 3 semaines en virtuel en ce moment, on repassera en mode présentiel dès que ce sera possible pour nos employés. Donc l'espace c'est community.elastic.co, vous pouvez vous inscrire là-dessus, et puis vous serez alerté de tous les nouveaux meet-up qui ont lieu. Ensuite, vous avez le compte Twitter ElasticFR pour être au courant de tout ce qui se passe, et nous avons un forum de discussion dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions techniques. Alors en anglais, vous aurez beaucoup plus évidemment de gens qui peuvent vous répondre, mais sinon il y a un espace en français aussi où la communauté francophone répond. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace français aussi. Et j'ai fini. Avez-vous des questions? Oui, je confirme que j'ai enregistré, donc c'est bon, vous aurez la vidéo. Moi, j'ai une petite question. D'abord, merci pour la présentation, c'était hyper clair. Je me demandais, est-ce qu'il y avait une explicabilité de la pertinence des résultats? Oui. Alors, Autre que le score de pertinence, on peut voir pourquoi un résultat est monté avant. Exactement. Donc, tu as un paramètre dans tes requêtes qui s'appelle explain. Tu mets explain égale true. Alors, il faut pas le faire en prod, enfin, en tout cas pas trop souvent en prod, parce que ça coûte plus cher à calculer quand même, ce truc-là.
Mais moi, je l'avais activé typiquement en prod pour la douane. J'avais un petit feature flag que je pouvais activer en prod. Et de temps en temps, hop, en tant qu'admin, je pouvais voir le explain. Ok. Donc Et c'est explain true, ça va te donner exactement le calcul de pertinence avec ce que j'ai dit tout à l'heure, les formules un peu mathématiques derrière en disant voici la fréquence du terme dans l'ensemble de l'index, voici la fréquence, enfin le nombre de termes que j'ai trouvé, l'accumulation de ces scores, etc. Après, il y a une autre possibilité que j'aime bien aussi, qui est plus simple, mais qui est beaucoup plus lisible, qui est de faire ce qu'on appelle des name queries. C'est-à-dire pour chacune des queries dont on parlait tout à l'heure, par exemple la recherche floue, ou la recherche exacte, ou la recherche en tenant compte de la casse, par exemple, en fait, tu rajoutes un nom à chacune de ces queries, et dans le résultat de ta recherche, il va te dire, ça, donc voici le résultat, et ça a matché sur telle et telle sous-requête. Voici les name queries sur lesquelles ça a matché. Et ça, c'est encore plus facile à exploiter derrière. ok. Et si je fais un moteur de recherche en prod, est-ce que ça peut prendre en compte le fait que les gens aient plus cliqué sur le résultat 2 et que du coup, le résultat 2 il va monter au-dessus après? Alors ça, c'est à toi de le faire. C'est à toi d'abord de collecter cette information comme quoi les gens cliquent, parce qu'Elasticsearch ne sait pas que tu cliques. Elasticsearch Ok. n'est qu'un back-end, donc c'est à toi de collecter ça, Mm. et à toi d'indexer ça quelque part. Ok. Et alors oui, il y a des possibilités de faire ça, et ça typiquement, c'est des choses qui sont de mémoire nativement intégrées dans AppSearch, que j'ai dit tout à l'heure. Donc comme ça utilise Elasticsearch, la réponse est oui, c'est faisable. La façon dont c'est implémenté dans le détail, je ne sais pas exactement, mais oui, c'est faisable. Ok. C'est tout pour moi. D'autres questions? Moi, j'ai pas spécialement de questions. Je les ai un peu posées au fur et à mesure, mais vraiment merci pour la clarté de la présentation et de la démonstration. C'était vraiment intéressant et limpide pour moi. C'était vraiment chouette. Bah Merci beaucoup. super. Moi, en fait, ce que j'espère, c'est que, d'abord, je répète mon message du début, ne me croyez pas, et faites-le vous-même. Donc, ce que j'espère, c'est que ça aura donné des envies au moins de tester la solution. Voilà, vous faites si vous voulez les tester en local, vous faites un petit Docker ou un Docker Compose, c'est très simple à faire. Et boum, vous démarrez votre Kibana et votre Elasticsearch, voire votre Enterprise Search si vous voulez. Et puis voilà, vous commencez à jouer avec. C'est super simple. Mon but, c'est de vous donner envie d'explorer ce truc-là et que vous compreniez aussi un petit peu ce qui se passe dans la machine. Parce que pour moi, ma première prise de contact avec Elasticsearch, je me suis dit, la première fois que j'ai indexé, je me rappelle ce que j'ai indexé, c'était des chaussures. J'ai indexé 1 million de chaussures avec la taille et la couleur de façon aléatoire. Je cherche là-dedans et en quelques millisecondes, il me sort un résultat et je me dis, et je fais des agrégations, distribution par nombre par type de couleur et tout ça. Et en quelques millisecondes, il me sort un résultat et je me dis, c'est pas possible. Il a dû faire un sample. Moi, quand je fais ça en SQL sur 1 million de documents, c'est pas possible. Il triche. Il triche. Et en fait, quand je vous ai expliqué l'histoire de l'index inversé, ça vous donne un petit peu les clés sur. En fait, bah non, c'est pas de la triche, c'est très logique, c'est de l'informatique très simple finalement. Et c'est des méthodes appliquées par les anciens avec la notion d'index. Donc ce que je veux, c'est que ça soit pas, en sortant de cette session, que ça soit plus une boîte noire pour vous, que vous ayez compris un petit peu qu'il y a des structures de données qui font que ça rend tout ça efficace et que c'est la raison pour laquelle ça marche bien en fait. Il n'y a pas de magie. Je vous ai pas parlé de la scalabilité, évidemment, vous pouvez scaler le nombre de nœuds, vous pouvez augmenter le nombre de nœuds, si vous avez envie de gérer des pétaoctets de données, vous pouvez le faire, enfin, c'est euh, c'est une de ses forces, c'est pour ça qu'il y a le mot élastique dans le terme, c'est que la suite élastique, elle est scalable. Donc, vous commencez petit, vous n'avez pas beaucoup de volume, puis vous apercevez que votre business, il est en train de croître, ah bah ok, on rajoute des nœuds, et on rajoute des nœuds, et on rajoute des nœuds, et puis voilà. Et ça croît avec votre business, sans que vous ayez à tout repenser, etc.